Alors dans cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Guillaume Malguir. Alors c'est quelqu'un qui a réussi à acheter plus de 80 appartements. Si ça vous intéresse, restez bien connectés jusqu'à la fin. Il va vous donner ses méthodes et ses astuces. Je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui, une fois de plus, je suis avec Guillaume Malguir. Guillaume, comment ça va? Super, ça va nickel. Voilà, aujourd'hui, on va parler de comment tu as réussi à atteindre un nombre assez impressionnant d'appartements. Donc tu es à plus de 80 appartements. Ouais, exactement. Et on faisait le calcul, tu étais même un peu perdu dans les chiffres. Oui. Donc voilà, donc l'idée en fait c'est de savoir dans un premier temps, est-ce que tu pourras déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et surtout, on va faire les choses crescendo jusqu'à l'arrivée des 80 appartements, puisque maintenant que je te connais bien, je sais qu'il y a eu un gap où tu as passé un niveau supérieur, donc c'est là où ça va devenir intéressant. Okay. Alors Guillaume, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, en tout cas, merci de m'accueillir déjà. C'est avec plaisir. Bon. Donc je m'appelle Guillaume Malguir, comme il a pu le dire, j'ai 30 ans, j'ai un peu plus de 80 appartements, donc je dis j'ai pas… T'as pas bien fait le calcul. Non, ouais. non, en plus il y en a en cours, il y en a toujours un peu en cours, donc oui, c'est vrai qu'on sûr. ne sait jamais trop comment compter, etc. Donc voilà, donc j'ai 30 ans, j'ai arrêté d'être salarié il y a maintenant un peu plus de 2 ans. D'accord. J'étais conducteur de travaux dans le bâtiment en région parisienne et j'ai quitté il y a 2 ans mon job pour me lancer à plein temps sur l'investissement immobilier et aussi monter une société qui s'appelle Club Immobilier qui fait de l'accompagnement dans l'investissement, de la maîtrise d'œuvre et de la formation. Voilà. D'accord, ok. Alors c'est assez intéressant puisque quand on s'est connus, tu n'avais pas du tout autant d'appartements. Ouais. Et je sais que tu as fait un gros gap à certains moments, mais je sais que tu as mis en place une astuce dans ta façon de rechercher des biens immobiliers. Ouais. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu fais tes recherches et comment tu fais pour trouver des opportunités, des affaires aussi souvent? Parce que quand je t'appelle en général, presque toutes les semaines, tu es en visite et tu fais des offres. Ouais. Alors, toi, tu sais aussi que des offres, il y en a en permanence sur le marché. Bien sûr. C'est vrai qu'à tout moment, là, si je prends mon ordinateur et que je prends le temps de chercher, je suis sûr que je vais arriver à trouver 1, 2 ou 3 biens qui sont potentiellement intéressants pour moi. Bien sûr. Mais moi, je fais le choix de ne pas forcément me fermer en termes de localisation. Je vais être ouvert et je vais me dire, je peux très bien aller sur Lille, sur Bordeaux, enfin en tout cas le secteur de Lille, le secteur de Bordeaux, le secteur de Marseille, ça ne me pose pas de souci. Le fait que je sois plus salarié, ça me donne beaucoup de liberté aussi en termes de temps et je peux me déplacer plus facilement. C'est vrai que quand tu es salarié et qu'il faut se déplacer, déjà tu peux le faire que le week-end ou alors prendre une journée, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je passe aussi beaucoup de temps sur la recherche, mais aussi surtout sur l'analyse du bien. C'est-à-dire que je vais rechercher par exemple un immeuble, je te dis partout en France, en gros, mais si je cherche ça, vous allez trouver des dizaines de milliers d'annonces. D'accord. Il faut arriver à les analyser, à analyser correctement, à arriver à lire des fois entre les lignes. À trouver les infos parce qu'il y a écrit que c'est meublé, que c'est avec un compteur, etc. Savoir ce que ça implique en termes de coûts, en termes de légalité, etc. Donc toutes ces choses-là, ça a vachement d'importance et c'est ça qui va faire finalement que je vais me déplacer ou pas pour rien. D'accord. Et se déplacer à Bordeaux par exemple, un aller-retour, pour moi, ça prend déjà 2 jours, une nuit d'hôtel, des restos, le déplacement, etc. Donc ça coûte de l'argent de se déplacer. Ça coûte de l'argent de se déplacer. Alors aujourd'hui, quelles sont les techniques que tu as réussi à mettre en place et qui te permettent, quand tu te déplaces, finalement tu signes? Parce que c'est très rare que tu te déplaces et que tu ne signes pas. Ouais. Sauf si le vendeur il a menti presque sur toute la ligne. Oui, c'est vrai. Alors, comme tu disais, il y a eu un gap dans ma façon de faire. Il y a eu un vrai gap. Il y a eu ma période, si tu veux, vraiment produit, achat en nom propre avec travaux, etc. Pour jouer sur le déficit foncier. Et il y a eu la deuxième étape en disant, il faut que j'accélère le rythme. Il faut que je trouve une nouvelle stratégie qui me permet d'accélérer et d'acheter plus. Parce que les travaux, c'est bien, ça fait du cash flow, ça fait de la renta, mais ça demande du temps.
Effectivement, ouais. Et on ne peut pas mener 3-4 projets en même temps avec travaux quand on débute ou quand on n'est pas spécialement des travaux à la base. C'est très compliqué. Sûr, voilà. bien sûr. Et même pour moi qui suis conducteur de travaux de formation, c'est compliqué de gérer pour des projets perso 3-4 produits qui sont un peu partout en France. Ça devient une activité à temps plein. À temps plein, ouais. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis redirigé vers des produits qui avaient moins de travaux. Voire des produits même déjà loués. Déjà loués. Tu vois et ça a été une nouvelle manière de faire qui était assez novatrice pour moi, dans laquelle je n'y croyais pas trop au départ, en me disant bon, il y a quand même plein de problèmes avec cette méthode, les problèmes d'impayés, les problèmes de locataires qu'on ne choisit pas, les problèmes de la qualité de rénovation qu'on ne maîtrise pas aussi, et surtout une rentabilité qui est généralement un peu plus faible quand même que des produits avec travaux. Avec travaux, voilà. En effet. Donc c'est ça qui a fait, c'est ça qui m'empêchait un peu d'y aller sur ce truc-là. Mais quand j'ai compris qu'on pouvait faire 1, 2, 3, 4, 5, 10 projets potentiellement en même temps parce que finalement on utilise cette technique d'acheter des produits déjà loués ou prêts à être loués, ça a changé totalement mon patrimoine, clairement. Et ta vision aussi. Et ma vision aussi à court, moyen et long terme par rapport à ce que je voulais faire. J'étais pas vraiment vers une quête du nombre d'appartements, etc. Aujourd'hui, ça a un peu évolué quand je vois la facilité avec laquelle on peut acheter aujourd'hui. On peut acheter. Voilà, clairement. En effet. Alors, quel moteur de recherche que tu utilises pour arriver à trouver ces opportunités aussi régulièrement? Est-ce qu'il y a des moteurs de recherche que tu mets plus en avant, d'autres pas du tout? Alors, moi, je suis un peu old school, quoi. D'accord. Genre, moi, c'est Le Bon Coin, pas Se Loger, rien d'autre. Que Le Bon Coin. On me demandait aussi des fois si j'utilisais des alertes, tu sais, des alertes Le Bon Coin, etc. Il y a plein de sites qui font un truc d'alerte. Moi, personnellement, aucune. Je l'ai mis en place à un moment donné. Sauf que quand tu as une zone de recherche qui est la France, tu reçois des mails, tu en reçois 15 par jour, tu as tellement de produits à analyser qu'on te propose, finalement, que ça te démotive. Et du coup, tu ne vois même pas le mail, tu le supprimes de suite. Bien sûr. Donc moi, j'ai dans ma méthode de travail, en fait, je vais avoir des périodes de recherche. C'est-à-dire que je vais me dire, bon, cette semaine, je cherche. Je cherche pendant une semaine, tous les jours, de manière assez intensive. Mais après, je peux passer 3 semaines, 1 mois, si tu veux, sans chercher du tout. Parce que je n'ai pas la tête à ça et que j'ai d'autres choses à gérer. Quand je fais une recherche, je vais chercher, je te dis, 3-4 produits, je vais aller les visiter. Et une fois que je les ai visités, que j'ai fait une offre, à ce moment-là, je rentre dans une seconde phase qui est la phase de financement, qui est la phase de notariale au niveau du compromis, au niveau de toutes ces choses-là. Et je me concentre là-dessus. C'est-à-dire que je me dis, bon, je me focalise là-dessus, j'ai 3-4 projets en même temps et je me focalise là-dessus pour les mener à bien. Voilà. Et du coup, je mets un peu de côté la recherche immobilière. C'est un peu comme ça que je fais moi. J'ai du mal à tout mélanger. Alors, il y a un truc qu'on voit beaucoup sur Le Bon Coin, c'est parfois on peut tomber sur une annonce sans photo, avec un prix et un descriptif. Est-ce que sur ce type d'annonce, tu prends la peine d'appeler, tu prends le temps de peut-être faire la visite? Comment tu te situes par rapport à ça? Bon, comme je t'ai dit au départ, je ne vais pas visiter si j'ai pas assez d'infos. Ou alors, je le vois comme une visite bonus. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'organise des journées de visite. Je n'organise pas une visite, j'organise des journées. C'est-à-dire que lors d'une journée de visite, je vais visiter 3, 4, 5, voire 10 biens. Alors, quand c'est pour moi, d'accord, 10 biens. Quand c'est avec un client, on va visiter généralement 4, 5 max. Mais pour moi, je me permets d'aller vite. C'est-à-dire que je peux visiter un bien en 20 minutes, en courant, entre guillemets. Et je peux visiter et arriver à me dire, est-ce que c'est le produit qui m'intéresse ou pas, tu vois. Donc, je vais organiser une journée. Et sur cette journée, il va y avoir 2-3 éléments qui vont ressortir du lot vraiment, sur lesquels j'aurai quasiment une certitude de faire une offre. Et il y en a, c'est un peu des jokers. C'est en disant, voilà, c'est un peu ta truc, t'as pas de photo, t'as un descriptif mais pas très précis, tu sens qu'il y a peut-être quelque chose à faire, tu sens qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi à le visiter, donc tu vas aller le voir sur le principe. Mais tu ne vas pas exprès. Voilà, ça va être ma stratégie. J'y vais pas exprès. Si j'ai pas d'infos, j'y vais pas exprès. Voilà, donc c'est très rare que tu te déplaces pour visiter un seul bien. Ouais, c'est très très rare. Donc déjà, voilà, tu multiplies les chances d'arriver avec un produit, de repartir avec un produit en tout cas, et faire une offre. Ça m'est arrivé, si tu veux, de faire des semaines de visite sur lesquelles, pendant 4 jours, par exemple, je visite 5 biens par jour. Et à la fin, j'ai fait peut-être 10 offres. 10 offres. 10 offres en 4 jours. En 4 jours. Et sur les 10, il y en a peut-être 8 acceptés. Voilà. Donc voilà, c'est
il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire j'ai fait une offre, du coup bon, j'attends, je ne fais plus rien. Non, on est dans la phase, moi je suis dans la phase des offres, donc voilà, j'enchaîne les offres au moment où je le fais. Quoi. Alors c'est assez marrant ce que tu dis, puisque j'ai eu l'occasion de coacher un couple récemment. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une offre, l'offre est acceptée, et par la force des choses, finalement le vendeur s'est rétracté. Ah oui. Donc ils se sont retrouvés un peu perdus et ils se sont retrouvés à recommencer en fait, si tu veux, tout à zéro. Ouais. Finalement, la deuxième fois, ils ne se sont pas fait prendre au jeu, ils ont fait 2 offres. Les 2 offres ont été acceptées. Et encore une fois, il y a un des 2 vendeurs qui s'est rétracté et ils se sont retrouvés avec une offre acceptée. Ouais. Et là, pour le coup, ils vont au bout. Ça ne m'étonne même pas parce que personnellement, j'ai eu souvent, j'exagère un peu, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des problématiques justement de vendeurs qui soit se rétractaient, soit avaient finalement accepté une autre offre d'une autre agence en même temps. Ouais. Voilà, toi tu as eu aussi des histoires comme ça un peu compliquées. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de faire plein d'offres, quitte à se rétracter éventuellement à la fin si vous estimez que vous n'arrivez pas à gérer 2 projets en même temps. Mais n'ayez pas peur de faire des offres. Les offres ne nous engagent à rien. Si elles sont acceptées, tant mieux. Si elles ne sont pas acceptées, tant pis. Par contre, faites des offres que vous êtes prêts à accepter derrière. Voilà. Il ne faut pas faire une offre qu'on ne va pas accepter. Ouais. C'est-à-dire que si vous faites une offre et qu'à la fin vous dites « Ah ben non, quand même à ce prix-là, non, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Ouais. » C'est complètement débile. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un produit à 200 000, qu'à 200 000 il est trop cher, vous dites « Bon, de toute façon, je ne vais pas pouvoir baisser plus de 10 000. » Vous faites une offre à 190, à 190 il accepte et vous dites « Ouais, mais non, mais à 190 c'était pas rentable. Ouais. » Ben non, vous faites votre calcul de combien c'est rentable. Si c'est rentable à 150, vous faites une offre à 140 et vous voyez, si le mec il y propose 170, vous refusez et puis c'est pas grave, vous n'avez rien raté, d'accord ? Vous avez juste tenté et ça n'a pas fonctionné. C'est tout. C'est juste ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas faire une offre qu'on n'est pas prêt à accepter ensuite. Ok, d'accord. C'est assez intéressant ce que tu dis puisque justement moi de mon côté j'ai une autre façon de procéder. Ouais. C'est que je mets tout en place. Enfin, quand je dis une autre façon, ça fait partie du processus, mais je mets en place toute une stratégie sur la négociation pour gagner de l'argent avant même d'acheter. C'est-à-dire une fois que j'ai fait mon offre et qu'elle a été acceptée, je sais que voilà, là je vais gagner de l'argent. Ouais. Et c'est un peu le principe que je mets en place. Mis à part ça, ce qui est intéressant en tout cas dans la façon dont tu procèdes, c'est que Guillaume, lui, il a mis en place une vraie stratégie sur la façon de visiter des biens immobiliers. Et c'est comme ça que lui, finalement, il gagne de l'argent et du temps. Et c'est pour ça que tu as pu passer ce cap à un certain moment. C'est-à-dire que la visite, c'est là où vous voyez tout. C'est là où on se rend compte des problèmes, des avantages du bien. C'est là où on peut avoir des informations de la part du vendeur, de la part des locataires. C'est là où on a beaucoup d'infos. Et même si je dis que je peux la visiter rapidement, ça ne veut pas dire que je ne vérifie pas tout ce qu'il y a à vérifier. Exactement. Et il y a plein de choses à vérifier. Alors, quelques petits conseils que tu peux donner pour celui qui veut visiter et qui ne sait pas trop quoi regarder. Les choses, on va dire, qui sont… on ne peut pas passer à côté de ces choses-là. Ouais. Bon, la première chose qu'on fait, et généralement on se fait un petit peu avoir avec ça, c'est que quand on arrive devant un bien qu'on va visiter avec un agent IMO par exemple, on s'aperçoit que l'agent IMO nous attend devant la porte. D'accord ? Bon, c'est pas grave, hein, d'accord ? Mais ce qu'il fait, c'est qu'on rentre généralement directement dans l'immeuble. On nous attend devant la porte, ils ouvrent la porte, on rentre dans l'immeuble. Moi, la première chose que je fais quand j'arrive, je dis bonjour et je dis attendez, je prends du recul, je vais regarder la façade, je vais analyser la façade, regarder s'il y a des problèmes, s'il y a à la repeindre, même si c'est que des problèmes esthétiques, repeindre, mais voir s'il y a un ravalement à prévoir, s'il y a des problèmes de fissures, etc. Mais surtout, je vais prendre suffisamment de recul pour avoir une vue sur la toiture. Et toi aussi, tu es bien placé pour savoir que la toiture, c'est tellement important et qu'il faut être vraiment très vigilant à ça. On arrive très souvent à voir, si on prend du recul, la toiture. À part si vous êtes dans une rue hyper étroite et qu'il y a 5 étages. Sinon, si vous prenez du recul à droite ou à gauche dans la rue, vous arriverez à voir un peu la toiture. Ce qu'il y a à voir principalement, ça va être les problématiques de faîtage. Le faîtage, c'est quoi ? C'est le haut. C'est le haut de la toiture. C'est la partie haute. Et généralement, cette partie haute, il faut qu'elle soit bien plane. Si elle fait des creux, si elle fait des vagues, etc., ça devient problématique parce que ça pose des problèmes en termes de structure. C'est-à-dire la charpente peut avoir une faiblesse et ça peut provoquer dans le temps une problématique de fuite. Donc tu vas y avoir la planéité au niveau du faîtage, mais au niveau des pans, c'est les deux côtés si tu veux, à droite et à gauche.
du faîtage qui eux doivent être plans aussi, d'accord? Tu ne dois pas avoir un petit creux ou ce genre de choses. Voilà. Bon. Ça paraît logique quand je le dis, mais il faut penser à le regarder et à se dire ok, ça c'est vu, ça marche. Ça, c'est noté, ça marche. Ouais. Regardez par exemple les entourages de cheminées, c'est hyper important. On a de gros problèmes de fuite aujourd'hui en France à cause des problèmes de cheminée et les étanchéités autour de cheminées qui sont généralement pas bonnes. Et vous le verrez quand vous allez visiter les combles ou les greniers, vous allez arriver à rendre compte s'il y a des problèmes d'humidité autour de ces cheminées. Donc la toiture pour moi c'est quand même un élément extrêmement important sur lequel il faut être extrêmement vigilant. On a tendance à, on visite le bien, on ne veut pas trop aller dans le grenier parce que c'est sale, parce qu'il y a des araignées, parce qu'il y a des trucs dégueux, parce qu'on ne voit pas grand chose. Donc on ne veut pas trop y aller. Il y a plein de toiles d'araignées. C'est vrai que quand on a des petits Velux, il y a plein d'araignées, il faut passer la tête pour regarder, on n'a pas envie, personne n'a envie de faire ça. Bien sûr. Mais tout ce que vous n'avez pas envie de le faire, il faut le faire pour vous assurer que derrière vous n'avez pas un problème. Parce que ça peut vous coûter tellement cher. Une toiture qui est en mauvais état, qu'il faut l'anticiper, il faut le budgéter. Si finalement elle n'est pas en bon état, il faut le budgéter, le déduire du prix d'achat. Bien sûr. Donc c'est en faisant ça que vous aurez plus d'infos que la plupart des potentiels investisseurs ou des futurs investisseurs qui seront intéressés par ce bien, c'est en allant plus loin, d'accord? C'est l'étape de plus que vous allez faire par rapport aux autres. Vous allez visiter la cave, vous allez visiter le grenier, vous allez travailler sur l'installation électrique des parties communes, sur les compteurs, tout ça. Donc tout ça c'est hyper important et ça vous donne un avantage considérable parce que vous avez des infos complémentaires, parce que vous allez pouvoir aussi chiffrer de manière plus précise en vous disant pas bon on va partir sur 800 € du mètre carré et puis c'est tout. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas 800 € du mètre carré. Voilà, c'est précis. C'est les sols, c'est à refaire, c'est pas à refaire. Oui, non. Les murs, il faut réisoler, il faut pas réisoler. Oui, non. Combien ça coûte? Donc c'est tout ça qui est hyper important. Sûr. Et on ne peut pas se dire simplement on va utiliser un ratio global aux alentours de 800 € du mètre carré. C'est pas convenable au moment où on veut faire une offre. Pour moi, c'est pas convenable. Non, je suis d'accord. En plus, c'est assez drôle ce que tu dis, puisque finalement, dans l'un de mes premiers investissements, j'ai eu ce problème de toiture où j'avais été un peu négligent dessus, puisque effectivement, quand un bien il est bien entretenu, on va dire l'aspect visuel, la façade et les intérieurs, on va dire, des fois on se dit bon, la toiture, c'est bon, ça va le faire, ça va tenir. Des fois, c'est là où il y a un piège. Donc, si vous avez un doute, il faut faire appel à un professionnel pour éviter d'avoir ce genre de problème. En tout cas, Guillaume, merci d'avoir donné des tips super intéressants. Guillaume, il a sorti une formation sur la visite immobilière. Donc, encore une fois, vous l'aurez compris, ça fait partie des choses à maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas ces éléments, vous allez perdre de l'argent. Même si vous achetez un bien à un prix dérisoire, si vous avez pour 100 000 € de travaux de toiture ou peu importe de travaux, vous allez perdre de l'argent. Alors Guillaume, est-ce que tu peux un peu vite fait parler de la formation que tu fais? Comme ça, pour les personnes qui seraient intéressées, pourront directement te contacter. Alors, la première chose déjà qui est importante à savoir, parce qu'au tout début de la vidéo, j'ai dit que je me dirigeais de plus en plus vers des produits déjà loués, etc. Bien sûr. Il ne faut pas se dire que parce qu'on se dirige vers des produits déjà loués ou déjà rénovés, qu'il faut mettre de côté finalement tout cet aspect visite et analyse des produits et de travaux. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est presque pire. C'est-à-dire que lorsque vous visitez un bien qui est déjà loué, c'est plus compliqué d'analyser le bien. Parce qu'il y a des meubles, parce que vous n'avez pas accès à tout et surtout parce qu'il faut visiter en 1 ou 2 minutes le bien parce que vous avez des locataires potentiellement dedans et qui vont gêner. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette formation, entre guillemets, elle ne s'adresse pas que aux gens qui veulent faire des travaux, elle s'adresse aux gens qui veulent acheter tout simplement. D'accord, donc ça c'est important. Comment ça fonctionne au niveau de la formation? Alors il y a différents modules et il va y avoir des modules qui sont des modules de chronologie. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'extérieur par exemple du bâtiment. Je t'ai parlé de la toiture et de la façade. On va avoir toutes les menuiseries, on va avoir donc les fenêtres, on va avoir les volets, on va avoir la porte d'entrée, on va avoir tout l'aspect extérieur qui sera analysé dans un premier temps. Bien sûr. J'ai essayé de faire la formation un peu comme je fais une visite. D'accord. Après, il y a un module sur tout ce qui est partie commune. D'accord. Donc, je rentre dans l'immeuble et là, je vais regarder les tableaux électriques à l'entrée, d'accord, les compteurs, est-ce qu'il y en a suffisamment, que ce soit électrique, que ce soit d'eau, que ce soit de gaz, que ce soit France Télécom. D'accord. Donc, je vais analyser tout ça et je vais regarder. Après, je vais monter au grenier, je vais descendre à la cave et je vais vous expliquer à chaque fois que je vais dans une pièce, en gros, ce que je regarde.
D'accord. Ok. Je vais dans le grenier, je vérifie tel point, tel point, tel point. Je regarde le sol, je regarde les pannes, je regarde les poutres, je regarde les problèmes d'étanchéité autour des cheminées. Donc toutes ces choses-là, justement, j'y vais étape par étape, c'est-à-dire de la même manière que vous visitez, vous pourrez suivre la formation de manière chronologique. Donc on va faire toutes les parties communes, après on va rentrer dans l'appartement et là à ce moment-là on va faire pièce par pièce encore une fois. C'est-à-dire on va voir l'entrée de l'appartement avec le tableau électrique, tu vois, et le compteur. Bien sûr. On va avoir la cuisine avec les arrivées d'eau, avec le problème de ventilation, le problème de cuisine, qu'est-ce qu'il faut mettre comme type de cuisine, etc. D'accord. Et après, voilà, on va aller dans le salon, on va aller dans la salle de bain. Dans la salle de bain, pareil, c'est une toute petite pièce, mais sur laquelle il y a plein de problématiques. Le type de bac de douche, comment tu fais une ventilation dans la salle de bain, comment tu vérifies qu'il n'y a pas tel et tel problème. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont vraiment hyper importantes et on va faire pièce par pièce. Donc, c'est comme ça. Il y a toute une partie, si tu veux, sur la chronologie de la visite. Et après, tu as d'autres parties qui sont plus techniques. Sur les différents corps d'état. Les corps d'état, c'est quoi? C'est les différents métiers. D'accord. C'est par exemple un plaquiste, un peintre, d'accord, je sais pas moi, un menuisier. D'accord. Sur chaque thématique, finalement, je vais aller sur des aspects techniques, sur des aspects de normes aussi. Par exemple, la réglementation en électricité, par rapport aux distances à respecter, tu sais, par rapport au point d'eau, par rapport à toutes ces choses-là, le nombre de prises qu'il faut dans une pièce. Tous ces éléments-là sont hyper importants, surtout s'il y a des problèmes de consuel, donc de validation de l'installation électrique pour la mise en place de nouveaux compteurs. Donc tout ça, c'est hyper important et on va regarder pour chaque corps d'état, finalement, toutes les normes qui sont respectées, tous les conseils que je peux vous donner en tant qu'ancien conducteur de travaux, enfin et encore d'ailleurs, parce que je fais encore du suivi de travaux avec l'immobilier, tous les conseils dans chaque corps d'état qu'on va étudier. Okay. Et ensuite, il y a une partie qui est un peu une sorte de bonus sur lequel on va parler de comment découper un bien immobilier, d'accord, sur les problématiques administratives, techniques, comment ça se passe. On parle un peu aussi de l'année blanche, d'accord, comment ça se passe au niveau de la fiscalité, qu'est-ce que ça implique. Voilà, donc quelques vidéos comme ça, un peu bonus à la fin, mais vous en saurez plus. Voilà, il vous donnera le lien pour en savoir plus en tout cas. Voilà, le lien sera dans la description juste en dessous. Alors moi, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas une formation pour les gens qui veulent acheter essentiellement des immeubles. C'est pareil aussi pour un appartement. Si vous achetez un appartement, il faut aussi vérifier la façade. Si la façade est en mauvais état, il faut savoir que vous allez retirer aussi de l'argent de votre poche, pas tout seul, puisque ça va dépendre du nombre de propriétaires qu'il y aura dans cet immeuble, mais vous allez contribuer à tous les frais annexes à l'immeuble. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous invite à tout simplement vous renseigner sur cette formation et vous faire en sorte de mettre en application les conseils que Guillaume va vous donner dans cette formation. En tout cas, Guillaume, je te remercie encore d'avoir pris ton temps pour échanger sur cette chaîne. Et puis pour vous, je vous dis tout simplement de cliquer sur le lien juste en dessous, retrouver Guillaume juste à côté. Et pour les autres, je vous dis de passer à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde. Salut, ciao.